Bonjour à tous et bienvenue à la section 2.1 où est-ce qu'on va parler des lois du mouvement de Newton. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, les lois de Newton sont assez connues habituellement. Donc, objectif de la section, comprendre les trois lois de Newton puis maîtriser le concept d'inertie. Alors, on va faire un peu d'histoire. On va commencer lorsque Descartes, en 1644, a dit quelque chose semblable à ceci. Il n'y a aucune raison de croire qu'un objet au repos va se mettre en mouvement. Le même raisonnement s'applique pour un objet à vitesse constante. Il continuera de se déplacer à vitesse constante à moins qu'un agent extérieur ne le perturbe. Ça a été le début de la première loi de Newton, finalement. Okay? En langage plus moderne, là, si on avait à rephraser, on dirait le vecteur vitesse d'un objet va demeurer inchangé en l'absence d'influence extérieure. Okay? Ça, c'est essentiellement la première loi de Newton. Je vais y revenir tantôt, là, mais c'est essentiellement ça. On appelle cette propriété l'inertie. Bon. Donc, si je reformule, c'est quoi l'inertie? C'est la capacité d'un objet de conserver son vecteur vitesse. OK? L'objet qui a une vitesse, il ne veut pas changer de vitesse. L'objet qui est arrêté, il veut rester arrêté, il ne veut pas commencer à accumuler de la vitesse. Okay? C'est ça qu'on appelle l'inertie, c'est la caractéristique de rester à sa vitesse. Pour mesurer l'inertie, on utilise la masse. Bon, ça, vous savez ce que c'est la masse. Hein? Seulement, vous ne saviez peut-être pas que c'était une mesure de l'inertie. Finalement. Okay? Dans le système international, l'unité, c'est le kilogramme, bien sûr. Donc, vous avez ici différentes valeurs de masse pour certains objets. Puis, on fait un petit exemple ici. Un éléphant a une inertie beaucoup plus grande qu'un petit chien. Il sera donc plus difficile de changer le vecteur vitesse de l'éléphant que celui du chien. Ben oui. Parce que même si les deux animaux sont sur des roulettes, donc essentiellement, on a diminué leur frottement avec le sol, on s'entend que même si on est sur des roulettes, l'éléphant va rester beaucoup plus difficile à pousser que le chien, à cause de l'inertie. Okay? Plus tu as une grande inertie, plus c'est difficile de changer ton vecteur vitesse. On pourrait aller à l'extrême et dire, regardez là, la masse d'un Boeing 747, 400 000 kg. Pas sûr que si on s'en va en arrière et qu'on essaye de pousser sur le Boeing, pas sûr qu'il va se mettre en marche. Il va pas se mettre à avancer parce qu'il a une inertie absolument immense, donc c'est très difficile de changer son vecteur vitesse. Et donc la première loi de Newton, c'est essentiellement ça, c'est l'inertie. Donc tout corps conservera son état initial de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, à moins qu'une force externe ne vienne modifier son état. Mathématiquement, on peut l'écrire de la façon suivante. Si la somme des forces est égale à 0, alors le vecteur vitesse est constant. Okay? Donc là, je viens de parler de force, mais on n'avait pas encore présenté c'est quoi la force, donc on le fait ici. On appelle force l'influence d'un agent extérieur qui tend à modifier le vecteur vitesse d'un objet. Donc la force, ça peut être bien des choses. Ça peut être un humain qui pousse sur un autre objet. Ça peut être la gravité qui va faire tomber un objet. Donc il y a vraiment plusieurs provenance d'une force. Mais ce qu'on sait, c'est que la force, c'est un vecteur, donc ça veut dire qu'il a une grandeur et une orientation. Très important. Et donc, quand il y a plusieurs forces qui agissent en même temps sur un objet, on va pouvoir additionner les trois vecteurs force, puis on va appeler ça la force résultante. Okay? Donc, si on fait un petit exemple ici, on a un point dans le centre, ça c'est un objet, disons que c'est une pomme. Puis là, il y a trois personnes qui poussent en même temps sur la pomme. La première personne pousse sur la pomme comme ça, vers la droite. La deuxième personne pousse sur la pomme dans cette direction-ci. Et la troisième personne pousse sur la pomme dans cette direction-là. Pour connaître la force totale qui agit sur la pomme, il va falloir additionner vectoriellement ces trois choses-là. Donc, pour faire ça, on les met un à la suite de l'autre. Okay? Puis, la somme va représenter finalement le vecteur qui part de l'origine et qui va jusqu'au bout du troisième vecteur. Donc voici force résultante. C'est la somme des trois vecteurs. Donc mathématiquement, on peut l'écrire comme ça. Là. F avec un R veut dire force résultante. Des fois, vous allez voir aussi F avec un petit TOT pour force totale. C'est synonyme, on comprend. Donc, c'est tout simplement la somme sur toutes les forces qui s'appliquent sur l'objet. Donc, F1 plus F2 plus F3. Puis ça peut continuer comme ça s'il y en a d'autres.
Deuxième loi de Newton maintenant. C'est la suite logique de la première loi. La première loi disait, s'il n'y a pas de force, l'objet va conserver sa vitesse. Puis la deuxième loi de Newton nous explique qu'est-ce qui se passe s'il y a une force sur l'objet. Essentiellement, s'il y a une force sur l'objet, ça veut dire que sa vitesse va changer. Et une vitesse qui change, on sait ce que c'est de l'accélération, ça. Okay? Donc, c'est pour ça ce qu'on dit ici, là, lorsqu'un objet subit une force, son vecteur vitesse est modifié, il subit une accélération. La relation entre la force appliquée sur l'objet et l'accélération ressentie par celui-ci tient également compte de l'inertie de l'objet, c'est-à-dire de sa masse. Donc, c'est pour ça que la deuxième loi de Newton, on l'écrit comme ceci, la somme des forces qui agissent sur l'objet va être égale à la masse de cet objet-là, multipliée par son accélération. Et ça, je vous le dis, deuxième loi de Newton, c'est l'équation la plus importante de la session. Je vous le dis, on va la traîner jusqu'à la toute fin de la session, cette équation-là. Donc, vous allez la connaître par cœur, ça ne sera pas bien long. Okay? Très important, là, mettez beaucoup de fluo sur vos notes, des astérisques, notez-la quelque part. Super important, cette équation-là. Donc, somme des forces est la somme vectorielle de toutes les forces, ça va, M c'est la masse, A c'est l'accélération. Bon, c'est ce que je viens de mentionner. Et pour ce qui est des unités, dans le système international, une force, on donne ça en newton. Et 1 newton, c'est techniquement la même chose que 1 kg fois mètre par seconde carré. D'où est-ce que ça vient, cette équivalence-là? Ben, ça vient de ça ici, voyez-vous. 1 newton, c'est l'unité de force, est égal à l'unité de masse, donc des kilos, fois les unités d'accélération, donc des mètres par seconde carré. Okay. Ça vient de là. Donc, voici un petit exemple. Pour une force donnée, disons que la force donnée, c'est monsieur ici, là, monsieur qui fait des concours, il tire des objets, puis le but, c'est d'amener le camion à parcourir une certaine distance dans le plus court laps de temps possible. Donc, monsieur qui force ici, là, lui, là, physiquement parlant, il va fournir une force. Puis, la force qu'il va fournir, il va toujours fournir la même. On peut supposer ça, là. Il va toujours fournir la même, puis c'est sa force maximale. Okay? C'est limité par sa capacité physique de ses muscles. Okay? Donc, lui, il va toujours fournir 1000 newtons. Par exemple, on va dire 1000 newtons. Donc, on dit, pour une force donnée, un corps ayant une grande inertie ou une grande masse subira une accélération plus petite qu'un corps qui a une plus faible inertie, petite masse. Donc, avec des chiffres, monsieur ici tire avec une force de 1000 newtons, mais s'il tire sur un gros camion, le camion va accélérer moins vite que si on tire sur une petite voiture, toujours avec la même force de 1000 newtons. OK? Bon, ça c'est logique, c'est que si on regarde l'équation qui est ici, disons qu'on a toujours la même force, bien, du côté droit de l'équation, si ma masse est grande, mon accélération va être petite, et à l'inverse, si la masse est petite, mon accélération va être grande, parce que notre force va être constante. Chose importante, la deuxième loi de Newton, c'est vectoriel. Donc, qui dit vectoriel dit dimension en X, dimension en Y, essentiellement dimension en Z aussi, mais on n'insistera pas trop là, dans notre cours pour la troisième dimension. Donc, on va s'en tenir à 2 dimensions. Essentiellement, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudra décomposer nos forces en X et en Y, et même chose avec notre accélération, puisque l'accélération aussi, elle est vectorielle. Et donc, notre équation, notre deuxième loi de Newton en X, s'écrit comme ceci. Somme des forces en X est égale à masse fois accélération en X. Et notre somme des forces en Y est égale à masse fois accélération en Y. Okay? Pour vous représenter ça, on va faire un petit exemple rapide. Donc, exemple 1. Je vais arranger ma tablette, ce ne sera pas bien long. OK, c'est bon. Exemple 1. J'exerce une force de 15 newtons sur un bloc de 3 kg qui repose sur une table à air. Bon. Table à air, ça veut essentiellement dire qu'il y a des petits jets d'air là, qui sortent de la table pour faire en sorte que l'objet qu'on met dessus, il va flotter dans les airs. Il ne frotte pas sur la table. Donc, c'est pour ça qu'on dit, on peut considérer qu'il n'y a pas de frottement sur sa surface. La force est orientée selon un angle de 20 degrés au-dessus de l'axe des X positifs, voire le schéma ici vu de haut. Quelle sera l'accélération en X et en Y du bloc? Donc, on a représenté la situation.
Ça, c'est vu de haut. Ma force est dans cette direction-là avec un angle de 20 degrés au-dessus de l'axe des X. On veut trouver l'accélération du bloc en X et en Y. Donc, pour faire ça, il va falloir décomposer notre vecteur force, qui est celui-ci. Notre vecteur force, on a dit force de 15 newtons. Donc ça, c'est 15 newtons, là, c'est l'hypoténuse. C'est mon vecteur force, là, F1. OK? Bon, je veux le décomposer en X et en Y. Parce que, quand on travaille avec des vecteurs, il faut toujours décomposer ce qui se passe en X de ce qui se passe en Y. Oups, excusez-moi, c'est pas F2, c'est F1 en Y. Voilà. J'ai un angle ici de 20 degrés. Donc, pour faire ça, il s'agira tout simplement d'appliquer la trigonométrie. Donc, F1 en X et F1 en Y, on décompose ici. F1X, on voit que c'est le côté qui est adjacent à l'angle de 20 degrés. Donc, on va utiliser un cosinus. Donc, hypoténuse fois cosinus de 20 degrés. Et F1Y, c'est le côté opposé à l'angle de 20 degrés. Donc, on va utiliser un sinus. Hypoténuse fois sinus de 20 degrés. OK. Puis là, on peut donner les valeurs. En X, c'est 14,095 et en Y, c'est 5,13. OK. Maintenant que ça, c'est fait, là, je peux venir écrire ma deuxième loi de Newton en X. Somme des forces en X est égale à masse fois accélération en X. Et je peux aussi l'écrire tout de suite en Y. C'est la même chose, mais avec des Y. OK? Et ici, c'est tout simple. J'ai une seule force. C'est F1. Donc, somme des forces en X. Oups, là, j'ai mal écrit ça. Par contre, attends, excusez-moi, on va refaire ça. Somme des forces en X et somme des forces en Y. Ensuite, là, on va additionner une force pour chaque force qui est présente dans ma situation. Mais étant donné que j'ai une seule force, ça devient... Voyons, j'ai la misère. Force F1 en X et force F1 en Y. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait l'écrire, là, techniquement. OK. Multiplié par la masse de l'objet, on nous donne 3 kg dans l'énoncé, donc 3AX et 3AY. Bon, puis là, on remplace F1X et F1Y. F1X, on a dit 14,095 égale à 3AX. Et ici, c'est 5,13 égale à 3AY. Et donc, finalement, on peut isoler AX et AY. Puis, on trouve nos réponses. 4,698 mètres par seconde carré et 1,71 mètres par seconde carré. Okay? Donc, j'ai fait comme ça, là, en parallèle, les deux dimensions en même temps, mais vous voyez que c'est la même chose, finalement. C'est juste que dans un cas, on travaille en X, dans l'autre cas, on travaille en Y. OK? Donc, notre exemple 1, c'est fait. On va complexifier ça. On va aller voir notre exemple 2, où est-ce que là, on aura deux forces qui s'appliquent sur la même situation. Donc, c'est le même cube. On a encore la force F1 du numéro précédent, mais là, on vient rajouter une deuxième force, F2, comme on peut voir ici, une force de 20 newtons à 40 degrés au-dessus de l'axe positif des X. OK. Fait que là, ça va être important, ce que je vous ai montré tantôt, là, le symbole sommation. Là. Donc, ça va être important ici. Donc, mon vecteur force F1, je l'ai déjà décomposé. Fait que, pas besoin de le redécomposer, c'est le même. Mon vecteur force F2, par contre, lui aussi, il faut que je le décompose en X et en Y. Donc, il a une hypoténuse de 20, à un angle de 40 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, l'horizontale, ça va être la décomposition de mon vecteur F2, mais on va l'appeler F2X, et décomposer aussi F2Y. Et là, même chose, F2 en X, ça va être hypoténuse fois cosinus de 40, parce que c'est le côté adjacent, et F2 en Y, ça va être hypoténuse fois sinus de 40, parce qu'il est opposé. Bon, pardon, et je vous donne les valeurs ici. On obtient F2X 15,32 et F2Y 12,86. Parfait.
Ensuite, là, on est prêt pour appliquer notre somme des forces. Donc là, c'est ça que je vous disais tantôt. Là. Bien écrire les notations, c'est important. Somme des forces en X égale masse fois accélération en X. Somme des forces en Y est égale à masse fois accélération en Y. Puis là, même chose, on cherche les accélérations qui vont être différentes parce qu'on n'a plus les mêmes forces. Ben, on a une nouvelle force, donc ça va nécessairement changer les accélérations. Donc là, l'étape d'après, somme des forces en X, c'est là qu'on va additionner une force à chaque fois que j'ai une force différente. Là, j'ai deux forces en X, donc j'ai deux termes à additionner dans somme des forces en X. Okay? Donc, j'ai ma composante F1X, qui est ici, 14.095. Puis, j'ai ma composante en X de F2, qui est ici, 15.32, égale à masse fois accélération en X. La masse, c'est 3, l'accélération en X. Je vais tout de suite vous donner l'accélération en X. Je suis rendu là. 9.81 mètres par seconde carré. Et bon, vous reconnaissez ce chiffre-là, mais je vous le dis, il n'y a absolument aucun rapport avec l'accélération de chute libre. C'est un simple hasard, donc l'objet n'est pas en chute libre. Prenez pas ça pour du cash, c'est vraiment juste un hasard. Somme des forces en Y maintenant, ben, on commence avec notre composante en Y de F1 qui est 5.13 plus la composante en Y de F2 qui est 12.86 est égale à la masse de 3 fois l'accélération en Y. Donc même chose, j'isole mon accélération en Y et ici on obtient 5.995 mètres par seconde carré. Et voilà donc la fin de notre exercice. Donc vous voyez, première étape, on prend nos vecteurs, on les décompose en X et en Y, et ensuite on applique notre deuxième loi de Newton. Fx est égal à MAX et Fx est égal à Fy égale MAY. Okay? C'est vraiment toujours là, la marche à suivre pour les problèmes de ce type-là. OK. Donc enchaînons avec la troisième loi de Newton. Donc, avant d'énoncer la troisième loi de Newton, on va regarder comment on écrit les vecteurs force. Okay? Parce qu'il faut bien comprendre qu'une force est toujours exercée sur un objet par un autre objet. Donc, il y a un objet qui fait la force, puis il y a l'autre objet qui subit la force. Okay? Puis donc, dans la notation, ça va être important de l'écrire dans le bon ordre. Okay? Donc, si par exemple, j'écris F indice AB, ce que je signifie écrit comme ça, c'est qu'on regarde la force exercée par l'objet A sur l'objet B. Okay? Dans le même ordre qu'on le lit. Force exercée par A sur B. Très important. C'est pas la même chose que FBA. FBA, vous aurez compris que c'est la force exercée par B sur A. Okay? Bien important de l'écrire dans le bon ordre. Et donc, la troisième loi de Newton dit ceci. Lorsqu'un objet A applique une force sur un objet B, l'objet B applique nécessairement une force de même module, mais de sens opposé sur l'objet A. Mathématiquement, on va l'écrire comme ça. La force que A fait sur B est égale à moins la force que B fait sur A. Peut-être que vous connaissez cette loi de Newton sous le nom de principe d'action-réaction. Okay? Donc, autrement dit, j'invente un exemple comme ça. Si vous décidez de pousser sur le mur avec une certaine force, ça c'est une action. Et donc, en réaction, le mur va pousser sur vous avec la même grandeur de force, mais dans la direction opposée. OK? Action, réaction. On va faire un autre exemple ici. Un âne tire sur une charrette. Ça, c'est l'action. Okay? Vous voyez, l'âne est là. Il fait la force que vous voyez ici, F1. Il tire sur la charrette, donc dans la même direction que l'âne. C'est l'action. En même temps, la charrette va tirer sur l'âne en réaction à ça. Et la réaction, elle est ici. Okay? Donc, ça, c'est une force faite par la charrette sur l'âne. Ces deux forces-là sont égales en grandeur, mais comme vous pouvez le voir, elles sont opposées en direction. Okay? Et ça, là, le principe d'action-réaction, ça s'applique sur absolument toutes les forces qui existent. Aussitôt qu'il y a une force qui est une action, il va y avoir une réaction qui va apparaître en même temps. Automatique. On n'a pas le choix. Okay? Bon.
Là, peut-être vous vous posez la question suivante, qui déborde un peu de la section 2.1, mais je vais y répondre quand même parce que je pense que c'est une question que plusieurs personnes peuvent avoir. OK. Si F1, qui est l'action, est égal et opposé à F1, qui est la réaction, donc 2 fois la même force, mais de grandeur opposée, pourquoi est-ce que l'âne va être capable de tirer la charrette? Et pourquoi c'est pas l'inverse? Pourquoi c'est pas plutôt la charrette qui réussit à tirer l'âne, puis l'âne finalement il recule? Pourquoi c'est l'âne qui gagne finalement? Même si on considère que les deux forces sont égales. Bon, mais là, il faut creuser un peu plus loin. Le principe d'action-réaction, c'est pas un problème pour répondre à cette question-là. C'est juste que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas les seules forces qui agissent sur la charrette et sur l'âne. Si on regarde un âne qui tire une charrette, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'agripper au sol. Il va maximiser le frottement qu'il peut avoir au sol afin d'avoir le plus de frottement possible pour pouvoir tirer la charrette. Et la charrette, c'est exactement l'inverse. On a construit la charrette de telle sorte qu'elle ait le frottement le plus bas possible avec le sol. Justement parce qu'on ne veut pas que la charrette soit difficile à tirer. On veut qu'elle soit le plus facile à tirer. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis sur des roues. Puis on va... la roue, là, on va huiler son axe de rotation pour être sûr qu'elle ait le moins de frottement possible. Et donc, la réponse à la question, c'est ça. C'est le frottement avec le sol. L'âne a beaucoup plus de frottement avec le sol que la charrette. Donc, même si l'âne et la charrette tirent l'un sur l'autre mutuellement avec la même force, c'est l'âne qui va gagner parce qu'il y a plus de frottement. Donc, il va être capable de gagner gagner le concours, là, je mets des guillemets, et c'est ce qui fait que c'est lui qui avance et la charrette va suivre, et non pas l'inverse. Okay? Donc ça, c'est vraiment un bon exemple de troisième loi de Newton. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Bon, ça fait le tour de la section 2.1. Pour le moment, assurez-vous de comprendre l'essentiel de chacune des trois lois. Dans les sections à venir, on va les regarder plus en détail.